sous ces divers angles que Mourad vient d'énumérer. Mais plutôt que de faire un exposé ex cathedra un peu pesant et long, j'ai pensé qu'il serait plus intéressant pour nous tous que je fasse un petit exposé introductif et qu'ensuite on ait un échange entre nous, qu'on discute. Voilà. Je préfère largement la formule de la discussion à la formule du sermon professoral ou de l'approche didactique pesante. Alors, quelle est la situation aujourd'hui du pays et vers quoi le pays se dirige-t-il? La situation du pays aujourd'hui est caractérisée par l'émergence d'un mouvement social de masse qui concerne toutes les wilayas du pays, tout le territoire national. Ce mouvement est né autour du 15 février à Kharrata, si je ne me trompe, autour d'une mobilisation, certains disent spontanée, d'autres disent spontanée un peu arrangée par ceux qui ont perdu le pouvoir au sein du régime. Peu importe. Ceci n'a pas d'importance. Parce qu'on nous répète sans arrêt qu'il y aurait des acteurs obscurs qui auraient plus ou moins stimulé, encouragé, voire même organisé dans une certaine mesure ce soulèvement pacifique. Ça n'a strictement aucune importance. Ce qui est certain, c'est que le peuple, la population tout entière, les femmes et les hommes, les jeunes et les vieux, c'est très important, tous se sont levés pour contester un régime étouffant, un régime stérile, un régime dictatorial, un régime qui amène lentement, mais sûrement, l'Algérie vers un inconnu extrêmement dangereux et extrêmement périlleux. Voilà. Donc, l'Algérie, depuis le coup d'État du 11 janvier 1992, vit une modification d'un système qui a été créé au cours de l'été 62. Cette modification, finalement, c'est la décantation ultime du système militaire mis en place par l'état-major général et la sécurité militaire dont il a hérité au cours de l'été 62. Le régime, né au cours de cet été 62, a pu connaître une phase ascendante. Même sous le régime dictatorial de Boumediene, il y a eu quand même des avancées sociales. Parce qu'il existait encore au sein du régime des éléments issus du mouvement de libération, de la guerre révolutionnaire. Donc c'est comme ça que nous avons eu la médecine gratuite, avec toutes ces limites. Hein. Je ne suis pas en train de faire le panégyrique ou la défense de Boumediene. Il y a eu quand même une tentative, peut-être brouillonne, peut-être insuffisamment pensée, de développement industriel. Il y a eu, et surtout à mon avis, ce qui est le grand acquis de Boumediene, si le jour on lui fera son procès, ceci viendra à sa décharge, l'enseignement de masse qui a permis à des millions d'Algériens d'accéder à un niveau de culture, certains diront discutable, mais en tous les cas bien réel. Ce régime a commencé à péricliter dès l'arrivée de Chedli par l'émergence des officiers de l'armée française qui encadraient l'ANP. Vous vous souvenez qu'en 1964, quand il y a eu la première constitution dite de la charte d'Alger, un des participants à cette charte avait posé la question à Boumediene en lui disant « Mais pourquoi tu nous ramènes ces officiers déserteurs ou des missionnaires de l'armée française ? C'est un danger stratégique pour le pays. » Et Boumediene avait répondu « Men yutaharman ». On voit bien aujourd'hui le résultat, la réponse à cette question. Le régime donc a connu des tensions, le régime de Chedli, exacerbées au cours de la première contraction des revenus de l'Algérie en 1986. Après une période d'euphorie au début des années 80, hein, vous souvenez-vous, le pétrole avait atteint le niveau de $40 le baril, à l'époque c'était une somme énorme, hein. C'était pour une vie meilleure, le plan anti-pénurie, les frigidaires qui arrivaient, les gens de ma génération s'en souviennent avec un sourire un peu ironique. Mais on avait bien connu cette brève période d'euphorie consumériste qui s'est achevée autour de 1986 lors du premier effondrement majeur des prix du pétrole. On passe d'un prix de 40 à 5 $. Et là, le roi est brutalement mis à nu. La politique dispensieuse pour une vie meilleure
cède le pas à une réalité extrêmement grave qui veut que la République algérienne, alors peuplée uniquement de 20 millions d'habitants, n'est pas en position, n'est pas en capacité de nourrir sa population. Et ça, je l'ai vécu, puisque j'étais à l'époque responsable des relations internationales de la BNA, et je m'occupais du financement des importations de produits alimentaires. Et donc, plutôt que de prendre le taureau par les cornes et de revoir les structures de l'économie, repenser ces structures-là, le régime, à l'époque, a préféré la fuite en avant, a préféré le financement à court terme des importations, donc en recourant au crédit à court terme auprès du marché international, et c'est ce que les économistes appellent le piège de la dette, le debt trap. Et nous sommes très vite tombés là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 86-87, ces grandes pénuries, qui commencent à vraiment se faire sentir malgré ces crédits à court terme, mettent en jeu des fournisseurs et des importateurs publics, mais des fournisseurs qui sont en cheville avec les généraux, avec les principaux généraux de l'armée algérienne à l'époque. On parle notamment du sinistre l'Arbi Bekher. Et on s'aperçoit que la contraction des réserves aiguise les appétits à l'intérieur des clans, à l'intérieur du régime, qui va se scinder en clans. Et donc en 88, il y a cette espèce d'explosion à l'intérieur du régime qui va avoir des répercussions dans la rue et dans la société. C'est très important de noter ça, puisque aujourd'hui, depuis l'effondrement des prix du pétrole en 2016, nous assistons pratiquement au même scénario de conflit de pouvoir interne. Le gâteau se rétrécit, les appétits sont les mêmes, et les forces en présence cherchent à s'annuler l'une l'autre. Et contrairement à tous leurs usages, où ils règlent leurs problèmes derrière les rideaux, dans la clandestinité de réunions secrètes, etc., de ce qu'on appelait le synode, voilà, aujourd'hui, ils règlent leurs problèmes dans la rue. Ça apparaît, comme en 88, ça apparaît en pleine lumière. Cette première crise de 88 a quand même intervient dans un contexte où il reste encore des cadres à l'intérieur du régime. Il reste encore un certain nombre d'éléments dans toutes les entreprises publiques, qui sont nombreuses, malgré les tentatives de démantèlement emmenées dès le début des années 80, parfois pour de bonnes intentions, parfois pour de nettement moins bonnes intentions. Il reste encore de nombreux cadres du secteur public, il reste de nombreux cadres dans les administrations. Et c'est autour de ces cadres que Hamrouch Bouloud et Razi Hidoussi vont impulser des groupes de réflexion dès 86 qui vont être à l'origine de la réforme, de la tentative de réforme économique, parce qu'on a essayé de présenter ça comme une réforme d'abord économique, mais aussi politique de la société algérienne. Comment Hussein Aït Ahmed avait dit, c'est une tentative de démocratisation par effraction. Et c'est vrai, c'est un peu ça, comme ça que nous l'avons pensé, c'était un peu une approche un peu subversive, dirais-je, en tous les cas, qui n'était pas... que les militaires ont mis du temps à comprendre. Voilà. Mais quand ils ont compris, ils ont rapidement mis un terme à cette expérience. Il n'empêche que cette ouverture démocratique a montré pendant quelques mois, pendant 18 mois, que les Algériens et les Algériennes pouvaient vivre dans une société démocratique, pouvaient vivre dans la liberté d'expression, et que les Algériens et les Algériennes avaient le droit de faire de la politique. Pour la première fois depuis l'indépendance, les Algériens étaient des citoyens à part entière. Ils avaient le droit de donner un point de vue, et ils avaient le droit de critiquer les décisions du gouvernement et de toutes les instances décisionnaires. Pour la première fois, pendant cette brève période de 18 mois, l'encadrement sécuritaire qui contrôlait les entreprises publiques et les administrations, vous vous souvenez, beaucoup sont de mon âge ici, vous vous souvenez des attachés de sécurité préventive qui peuplaient les administrations et les entreprises publiques et qui étaient en fait l'œil de Moscou, l'œil de la sécurité militaire dans les appareils administratifs et économiques algériens. Donc, il y a eu cette bouffée de liberté. Il y a eu l'émergence de partis politiques aussi, le FIS, mais aussi un FLN
réjuvéniser, revisiter l'apparition du FFS officiel qui sort de la clandestinité et d'autres appareils politiques, peut-être un peu plus anecdotiques, mais qui avaient quand même pignon sur rue. L'expérience va se terminer dans un bain de sang. Les fascistes à la tête de l'armée algérienne, c'est-à-dire les généraux Nazar, Belkher, Touati, Abbas Ghazayil et d'autres, vont mettre un terme à l'expérience étouffée, vont mettre un terme à l'expérience démocratique en projetant le pays, la société dans un bain de sang effroyable dont nous payons encore aujourd'hui les conséquences et dont les blessures sont loin d'être cicatrisées. Le régime a entendu punir la société algérienne pour avoir mal voté, a entendu punir le peuple algérien pour avoir mal voté, et a entendu faire admettre une bonne fois pour toutes aux Algériennes et aux Algériens qu'il n'avait pas voix au chapitre et que seul lui, le régime, était maître de la situation et maître du jeu. Mais il se trouve qu'ils ont été très très loin dans la répression, et ils ont été très loin dans les exactions et les dépassements. 200 000 morts au minimum, 15 à 18 000 disparus au minimum, 1 million de déplacés internes au minimum, 500 000 cadres exilés. 500 000 cadres exilés. C'est une hémorragie épouvantable. Face à cette réalité, ils n'ont eu de choix et de ressources que d'appeler quelqu'un qui est un peu un des créateurs du régime, mais qui avait une expérience et un carnet d'adresses et un savoir-faire diplomatique, c'était Bouteflika. Et Bouteflika a magnifiquement rempli sa mission. Il a été aidé, comme tous les criminels, par les circonstances. Voilà que le 11 septembre 2001 intervient et les Occidentaux et les Américains en premier chef vont complètement revoir leur position vis-à-vis de la scène politique algérienne. Je vous rappelle qu'en 1995, quand il y a eu Sant'Egidio, le frère Anwar Haddam était venu à Rome dans l'avion de Janet Reno, qui était la secrétaire d'État, la secrétaire à la justice, de Clinton. Ceci disparaît complètement le 11 septembre 2020. Et là, il y a un revirement occidental. Ça, c'est la première chance de Bouteflika et du régime militaire algérien. La deuxième chance, elle intervient quelques mois plus tard avec la hausse des prix du pétrole, une hausse extraordinaire, puisque en l'espace de quelques mois, le baril va atteindre 111 dollars. 111 dollars en moyenne, sur une période longue, de 2003 à 2013, sur une dizaine d'années. Et au cours de cette dizaine d'années, l'Algérie va engranger entre 800 et 1 milliard de dollars. Personne n'est capable de donner. Dès qu'on rentre dans les chiffres en Algérie, on rentre dans l'incertitude, l'approximatif, le clair-obscur, le pas net, etc. Donc c'est tout à fait volontaire. Hein. Donc entre 800 milliards et 1000 milliards de dollars. Cette bonanza, cette espèce de manne providentielle, va permettre au régime de muter, puisqu'il va créer une classe d'hommes d'affaires, pas d'affairistes ou d'intermédiaires ou de spéculateurs ou de bandits officiels autorisés à participer au pillage du pays, qu'on a appelé pour des raisons tout à fait sémantiques, hein, pour être clair, simple, qu'on a appelé les oligarques. Et ces oligarques-là vont fusionner avec les réseaux de la sécurité militaire. Ils sont les compléments des généraux, ici à Genève, vous devez en voir pas mal, ils sont les compléments des généraux, ils participent, pour la première fois, on voit que ces hommes d'affaires participent directement de la décision stratégique, économique et politique. Ça, c'était jamais vu. D'habitude, la décision ultima ratio, la décision ultime, c'était un groupe de généraux. Là, les hommes d'affaires vont participer. Et ça, c'est une mutation du système. C'est une mutation intéressante qui aura des conséquences, comme on le verra, à partir du 15 février 2010. Cette émergence de milliardaires, affairistes, connectés à l'étranger et en relation osmotique, symbiotique avec le régime,
se fait grâce au cadre législatif qui est modifié par les accords de stand-by signés avec le FMI en 1994. Nous, les réformateurs, ceux qui étaient avec autour de Moulay sur les questions économiques, nous avons toujours refusé la doxa ultralibérale et le rééchelonnement de la dette et la restructuration ou l'ajustement structurel selon les normes du FMI et de la Banque mondiale. Parce que nous voulions conserver dans les pires conditions ce qui a fait un peu la traduction de l'appel du 1er novembre 1954, le caractère de république sociale à la République algérienne démocratique et populaire. Ce caractère social a été évacué en 1994 avec les accords d'ajustement, avec les accords de stand-by. C'est sur cette base, vous vous souvenez que ces accords de stand-by ont eu des conséquences politiques et sociales extrêmement violentes pour la société algérienne, puisque ces cadres dont je vous parlais, qui ont fait un peu l'ossature des réformes économiques, ces cadres, pardon, excusez-moi, j'avais l'impression de parler fort. Ces cadres vont être arrêtés par centaines, voire par milliers, après les accords avec le FMI et avec la première privatisation qui a vu le démantèlement sauvage d'une partie des entreprises publiques et l'attribution de leur patrimoine à toutes les clientèles du régime. C'est ça qui va installer le régime dans cette dynamique de corruption et de pillage et de prédation d'Algérie. Il y avait de la corruption antérieurement, elle était bien présente, mais elle n'a jamais connu un caractère aussi massif et généralisé qu'à partir de 1995. En plus, si vous voulez, s'ils s'étaient simplement contentés de piller le pays, mais ils ont aussi détruit la vie de milliers de personnes. Et beaucoup de gens sont morts en prison, hein. Les gens ne le savent pas, mais des cadres sont morts en prison au cours de ces années-là. Je pense notamment à Madame Lawal de la SNS, qui était la directrice du personnel, tout simplement parce qu'elle avait refusé, comme beaucoup d'autres, les manipulations financières autour des entreprises publiques. Les 1000 milliards de dollars sont un peu, si vous voulez, l'apothéose du système de corruption. Avec la complicité de l'armée, des dirigeants militaires et des dirigeants des services de renseignement, enfin de la police politique, parce qu'ils ne renseignent rien du tout. L'Algérie n'a aucun secret, vous savez très parfaitement que il n'y a de secret en Algérie que pour le peuple algérien. Mais pour l'étranger, il n'y a aucun secret de nature ni militaire, ni sécuritaire, ni économique. C'est la transparence totale. L'Algérie est un pays nu et n'a pas donc de service de renseignement. Et là, l'Algérie n'a qu'une police politique chargée de la répression de la population et chargée d'assurer la sécurité prétorienne du régime. Nous l'avons dit et puis ça s'est révélé. Donc au cours de ces années, les militaires algériens ont été convaincus dans leur idée, dans leur idéologie. Il faut bien connaître comment ils pensent. Ces gens-là pensent que le peuple civil, Maïsouach, n'a aucune importance, n'a pas d'honneur. Nous pouvons faire des civils ce que nous voulons. Et le 22 février va être une rupture épistémologique et une découverte extrêmement brutale pour ces militaires-là, qui vont s'apercevoir, ce que nous savions tous, en tous les cas la plupart d'entre nous, que la population est très en avance sur eux, que nous avons une aristocratie populaire intellectuellement bien plus armée que cet état-major folklorique qui sert de direction politique au pays, et que ces gens-là, non seulement sont capables d'une très grande vigilance politique, d'une très grande lucidité politique, mais sont également capables d'un très grand discernement. Et cette mobilisation non violente du peuple algérien est un exemple extraordinaire, est un modèle de maturité politique, de culture politique. Je dois dire que moi qui ai assisté à toutes les manifestations du pays, je le dis souvent, ça, hein, ma première manifestation, c'est le 11 décembre 60 à Bellecour. Je me souviens, les CRS français nous tapaient tant bien que mal, mais on criait Algérie arabe, Algérie musulmane, slogan de l'époque, quoi.
Et je n'avais jamais vu dans une manifestation, y compris jusqu'en 91, 92, je n'avais jamais vu des personnes âgées. J'ai été frappé par la présence de personnes âgées. Et ça m'a donné à réfléchir. Et j'ai demandé à des copains sociologues qui sont basés à Alger, mais pourquoi les vieux ils hadrou les mudaharat nta'na? Et en réalité, la réponse a été très simple, c'est que il y a une véritable inquiétude pour le lendemain. Les gens de ma génération et plus vieux que moi craignent pour l'avenir de leurs enfants, parce qu'ils savent que nous sommes à la limite ou à la veille ou au seuil d'une période extrêmement incertaine. Parce que là, la corruption générale, le pillage, la prédation, en elle-même ne serait rien si elle ne mettait pas en cause directement l'avenir de la République, l'avenir du pays, l'avenir de la nation, l'avenir du peuple. Aujourd'hui, après avoir atteint un niveau maximal de près de 200 milliards de dollars en 2016, si je ne m'abuse, oui, les réserves de change sont inférieures à 70 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'elles couvrent plus ou moins, en les comprimant, les importations pour 2 ans. Certains économistes, je pense à Mohamed Achir en particulier, estiment qu'à partir de la fin de l'année, nous aurons une marge de 15 mois d'importation. Quand vous savez que globalement, nos importations comptent pour 60 à 70% de notre consommation finale, que ce soit celle des ménages ou soit celle des entreprises. Que va-t-il se passer dans 15 mois? Dans 15 mois, on n'aura plus d'autres ressources que de faire appel, comme en 86, au marché international pour emprunter à des taux usuraires pour importer des matières, des produits alimentaires et des produits pharmaceutiques. Sauf que, quand on l'a fait en 86, rappelez-vous, nous étions 21 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 44 millions. Donc vous imaginez la magnitude, l'ampleur, l'intensité du problème qui va se poser autour de 2021. Ça va être très compliqué, extrêmement compliqué. Comment va-t-on faire? Ce n'est pas les quelques exportations additionnelles de gaz de schiste clandestinement accomplies ces derniers mois qui compensent la baisse durable des prix du pétrole et du gaz. Alors, aujourd'hui... On entend mal. Pour le live. Oui, d'accord. Ouais, pardon, je suis désolé. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une séquence historique d'une gravité extrême. Et c'est ça qui me laisse perplexe, moi personnellement, en tant qu'observateur de longue date des convulsions de notre pays. C'est ça qui me laisse perplexe. Où ces gens-là ont-ils conscience? Ces gens-là ont-ils conscience de la direction de la direction dans laquelle ils orientent le pays? Est-ce que ce Gaïd Salah et ces généraux de pacotille savent où va le pays? C'est extrêmement grave. Nous sommes menacés par une crise économique d'une magnitude majeure. Et ils s'accrochent désespérément à un système de monopole de pouvoir, à un système de concentration de pouvoir qui ne peut déboucher sur rien, sinon sur la rupture de ce consensus extrêmement respectable imposé par le peuple algérien, qui est le consensus de la non-violence. Où veulent-ils nous mener? Donc ça, c'est un peu le questionnement qui, moi, personnellement, m'obsède. Je m'interroge sur le devenir du peuple algérien dans 4 ans, dans 5 ans. Des vieillards criminels qui mènent ce pays vers des eaux turbulentes, des eaux obscures, c'est un régime crépusculaire qui semble ne pas réaliser la magnitude des défis. Alors, ces défis,
Ils sont bien sûr internes, comme nous venons de le voir. Et prétendre que des mesures techniques vont venir répondre de manière rapide à la situation politique et économique est une vue de l'esprit. L'économie, je sais de quoi je parle, ne se restructure pas par des techniciens. Il faut un consensus politique. Si vous n'êtes pas consulté, si vous n'êtes pas d'accord avec les choix économiques et les orientations économiques que nous voulons imposer, ça ne marchera jamais. Les pays qui sont sortis de crises de cette importance-là nous montrent la voie. Il faut qu'il y ait un consensus populaire massif pour passer ce cap et ces écueils. Et ce consensus populaire massif ne peut être obtenu que par un accord politique fondamental, de base. Sans le préalable politique, il n'y a aucune solution économique envisageable. Aucune. C'est d'autant plus crucial à résoudre que nous ne vivons pas seuls dans un monde, dans une planète algérienne. Nous sommes entourés nous sommes dans une région extrêmement sensible. Nous sommes entourés de crises, la Libye, le Sahel. Nous vivons les répercussions du conflit du Moyen-Orient de manière directe. Directe. Les remodelages ethnico-confessionnels du Moyen-Orient nous concernent aussi. Nous appartenons, qu'on le veuille ou non, à cette région du monde qui est aujourd'hui l'objet d'une confrontation violente entre l'empire anglo-sioniste et les forces de la résistance. Nous sommes concernés. Nous voyons aujourd'hui que l'Occident n'a plus les moyens qu'il avait il y a encore quelques années de contrôle direct de ces immenses étendues africaines. Nous avons vu l'exemple, je vais très vite, nous avons vu l'exemple du Soudan qui a été coupé en deux, et en violation directe de des principes de la charte de l'OUA et de l'Union africaine. Mais les Occidentaux ont imposé cela, les Américains. Demain, si ce n'était la lucidité, la vigilance et le discernement du peuple algérien, qui montre, contrairement à cet état-major autiste, Hacham Saken les autistes, je dis ça, c'est pas le mot que j'aurais dû employer, cet état-major criminel qui essaye de susciter des antagonismes ethnico-culturels. Si ce n'était cette vigilance du peuple, nous serions à la merci de ces manœuvres-là. Or, ce que la mobilisation, ce que le Harak montre, c'est que le peuple algérien est parfaitement lucide. Il a compris que l'unité nationale, dans la diversité d'opinions et dans la diversité des traditions et dans la diversité de nos usages, est une valeur fondatrice de l'Algérie. Et ça, je pense que ça doit gêner beaucoup de stratèges. La cohésion dont a fait preuve le peuple algérien, que montre le peuple algérien en permanence au cours de ces manifestations, malgré les discours racistes, imbéciles de cet état-major et de son chef, montre qu'il ne sera pas simple d'émietter ou de briser cette unité nationale. Les Algériens savent que le prix qu'ils ont payé pour rester ce qu'ils sont, ou demeurer ce qu'ils sont, et ce n'est pas l'état-major qui va pouvoir remettre ça en cause. Et ça, c'est vraiment un avantage extraordinaire. Donc nous sommes à la fois au carrefour d'une crise interne à venir encore plus importante que celle que nous vivons actuellement, et au milieu d'un axe de crise géostratégique qui peut nous affecter de manière directe. Aujourd'hui, on voit bien l'impérialisme, quand il en a l'opportunité, n'hésite pas à recourir à la violence, n'hésite pas à bombarder. Qui aurait cru que la politique de la colonière de la fin du 19e siècle allait revenir au goût du jour en Libye,
M'auriez dit ça il y a 20 ans, j'aurais haussé les épaules. Le seul élément positif susceptible de nourrir un certain optimisme, c'est le peuple algérien. C'est son unité, sa lucidité, sa capacité politique de discernement. Le reste est effectivement préoccupant. La chute, ce régime qui s'arc-boute sur ses intérêts économiques, matériels et de pouvoir est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, de fait. Cet entêtement à vouloir imposer à toute force la pérennité d'un modèle qui a montré manifestement tout son échec, toute sa faillite, à travers les élections présidentielles, montre bien qu'ils sont loin de réaliser l'ampleur et l'étendue des dangers et des menaces qui pèsent sur l'avenir du pays. Malheureusement, il va bien falloir négocier avec eux. Et ça, c'est là où vraiment la question se pose. Parce que avons-nous intérêt, nous, en tant que peuple algérien, à démanteler ce système? Si on le démantèle, il risque d'exploser et de faire exploser l'armée. Or, si nous n'aimons pas tous les généraux, nous tenons à ce que l'Algérie ait une armée puissante. Il est vital que l'Algérie ait des moyens de défense susceptibles de décourager n'importe quel intrus. Voilà. Comment faire pour garder, conserver et, si possible, renforcer les capacités de défense de l'armée tout en modifiant son mode de pensée, sa culture, son idéologie, plus que les hommes, parce que c'est pas une affaire, c'est pas Qaddour qui remplace Mohamed qui va changer le problème. Ce qu'il faut, c'est insérer cette armée-là dans la modernité politique. La modernité politique que le peuple algérien montre tous les vendredis, c'est-à-dire celle de la pluralité d'opinions, de la diversité, de la multiplicité partisane et de l'unité nationale. Parce que j'ai lu ici et là qu'il y avait plusieurs Hirak. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il n'y a qu'un seul Hirak. C'est celui du peuple tout entier. En revanche, je crois que ce Hirak-là, il est composite. Heureusement que nous ne nous ressemblons pas tous. Nous sommes différents. Certains sont grands, certains sont petits, certains sont vieux, certains sont jeunes, certains sont modernistes, certains sont conservateurs. Il faut au contraire que nous conservions, c'est une richesse extraordinaire, cette diversité-là. Face à cette pensée monopolistique, cette pensée unique que le système tend à vouloir imposer. Voilà, je m'excuse d'avoir été très long. Mais je pense qu'il fallait faire cette petite présentation. Et je pense que, si vous voulez, on peut ouvrir la discussion entre nous tous et débattre fraternellement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Omar. Donc, Fadlo, s'il y a des questions, moi j'en ai quelques-unes. Moi, je pense à l'époque de Boumediene الله يرحمه il y avait une مخططات ثلاثي ورباعي وخماسي منها بناء الزين تاع الحديد والصلب تاع النابه جامعه باب الزوات جامعه التكنولوجيا المطار يعني كانوا في وقته ما كانش الخدع كيما درك يعني لي بروجي كانوا الان الجامعات تخدم المطار تاع الدرك ديالهم غينوفاوه ابارامون طاحت شي ربطه يعني حتى لي بروجي تاع الوقت هذا العسكر ماشي كيما العسكر تاع في وقت بومدين نظن بلي الاقتصاد في وقت بومدين كان بوكو ميو كو الاقتصاد تاع هذا لي بروجي كانوا دي فري بروجي الدراهم كانوا يروحوا مكانهم ما كانتش السرقه نظن حتى كانت السرقه كونترولي مسكين الله اعلم. Oui, oui, non, vous avez raison. En fait, j'ai des interrogations. J'ai quelques interrogations à propos. Je sais pas, vous avez blanchi la période de Boumediene. Et puis vous avez donné un peu des chiffres qui sont un peu flous.
Parce que les chiffres de 41, 42 dollars le baril, ils étaient dans les 72 à 76. Parce que à l'époque du Chadli, on n'a jamais arrivé à 40 dollars. C'est entre 25 et 35 dollars le baril. Ça, c'est connu normalement. Bon, sur l'époque de Boumedienne, vous avez parlé des infrastructures qu'il a réalisées. Mais moi, ce que je pense, c'est le gaspillage d'argent de l'époque a été comme l'époque de Bouteflika dans les années 2005 et 2006. Parce que quand on arrive à 40 dollars le baril dans les années 72, c'est l'équivalent de 300... 72, ça veut dire 72 72. 40 dollars le baril à 72 Ouais, 41, 42 dollars. Avant 1973, vous devriez revoir vos chiffres. Ouais, il y a des statistiques. Non. Le premier contre-choc pétrolier, 73. Non. Premier choc pétrolier. Le choc, c'est en 74. Non, 73. La guerre du Yom Kippour. Non, monsieur, vos chiffres sont faux. Le premier choc pétrolier qui a vu le baril passer à 10 dollars, à partir de 2 dollars, 3 dollars, c'était en 73, il est passé à 10 dollars. Oui, 10 dollars, ce qui était considéré comme une somme énorme. Et contrairement à ce que vous dites, je suis absolument formel parce que je m'occupais de la négociation de la dette. Voyez-vous, je n'étais pas seulement banquier, je m'occupais de la négociation de la dette extérieure du pays. Le baril de 40 dollars, Boumedienne ne l'a jamais connu. Chadli, oui. Même en 76 Non, absolument pas. Je pense que le prix maximal du baril dans les années 70, c'était 25 dollars. Et il n'a touché 40 dollars qu'au début des années 80. Juste avant la faillite du Mexique et la première déclaration de cessation de paiement d'un État. Voilà. Donc, en 82. Ça a été 4 à 6 dollars le baril. Oui, il est passé de 40 dollars en 1980-81 à 5-6 dollars pour le pétrole algérien en 86, en mai 86. Mais le taux? Quel taux? Le taux des bons, même on va aller à 30 dollars dans les années 70 et à 110 dollars dans les années 2000, donc c'est... Ah non, c'est pas la même chose. La dégradation, vous voulez parler de la perte de pouvoir d'achat du dollar entre 1976 et 2003? C'est certainement pas. S'il y a une perte de pouvoir d'achat, de parité de pouvoir d'achat, elle n'est pas de l'ordre que... Vous ne pouvez pas comparer 20 dollars de 76 à 100 dollars ou 110 dollars de 2003. Parce que vous avez des tas d'autres facteurs qui interviennent. La baisse des prix sur les marchés mondiaux, etc. Il faut tenir compte de tous les facteurs. La parité de pouvoir d'achat du dollar n'a pas baissé de 70% entre 1976 et 2003. Impossible. Voilà. Mais je répondrai à la question. Vous pensez que la dame me disait que Boumedienne avait fait... Oui, c'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit que Boumedienne, avec toutes ses limites, tous ses défauts, avec son autoritarisme, avec la police secrète, avec les tortures, les exécutions extrajudiciaires, Boumedienne avait quand même une vision de l'Algérie qui était une vision patriotique et nationaliste. Il était aussi entouré d'officiers et de gens qui avaient cette culture de la révolution algérienne. Ces gens-là vont être pour la plupart éliminés dès les premières années de Chadli par le groupe d'officiers de l'armée française. Alors, la corruption existait du temps de Boumedienne, elle était très importante. Tous les grands projets de développement industriel, et je m'en souviens de quelques-uns en particulier, ont tous donné des commissions illégales et illicites, qui allaient souvent dans l'entourage de Boumedienne, mais pas seulement. Oui. La corruption, elle est née avec Boumedienne. Malheureusement. Justement, dans la suite. À l'époque, donc, dans les années 70, j'étais à l'université. Oui. On racontait beaucoup de blagues sur le gouvernement de Boumedienne. Et on disait, il y avait une fois, il avait réuni un conseil des ministres. Et il y avait son ministre des Finances, Ismaël Mahroub, si vous vous rappelez, Bien sûr. qui venait en retard. Il lui a dit, pourquoi venir en retard? Il lui a dit, je fermais les coffres
Pourquoi vous fermez les coffres? Pourquoi vous fermez les coffres? Tous les voleurs sont réunis ici. Donc c'est une demande critique pour ceux qui en est. Et dans les années 80, début des années 80, avec l'arrivée de Châtelier, moi-même je travaillais au ministère de la Défense nationale. Pas par ma fonction, j'étais médecin de santé, mais par mes contacts avec les jeunes officiers universitaires, j'avais des connaissances, j'avais suivi la politique de l'installation du régime Châtelier. C'est en fait la débâcle économique avait commencé avec la démocratisation de la corruption. Croyez-moi, c'est vrai, comme je vous dis. Et c'était une politique délibérée avec l'arrivée, lors du deuxième mandat de Châtelier, pas le premier. Deuxième mandat avec l'arrivée d'Abdel Khair et de Khaled Nzar, et des gens qui voulaient vraiment casser le pays parce qu'ils ne l'aiment pas, parce que c'est des gens qui ont toujours salué le drapeau français, qui ont toujours aimé la France, et c'est délibéré qu'ils voulaient vraiment mettre à terre le trésor public. Et le premier ministre de l'époque, Hamid Brahimi, lorsqu'il avait parlé de la corruption de 25 milliards de dollars de pots de vin, c'est sous-estimé. Justement, ça va exploser. Ça a contribué à la crise de 86, la crise avec la baisse du dollar et l'épuisement carrément de toutes les ressources. Donc c'était une politique délibérée. Pour ce qui est de ça, la première crise. La deuxième crise, c'est toujours Khaled Nzar et l'Arabie de Khair, à partir de 92. Ceux qui ont installé ce genre de commission 10%, chaque général avait son créneau, son monopole, et surfacturation, comme à l'époque de Hamdan. Les surfacturations, les fausses facturations, c'est une politique délibérée pour casser, appauvrir le pays et le rendre dépendant par rapport à la France. Pendant 10 ans, jusqu'à l'arrivée de Bouteflika et après, toutes les importations du pays sont faites par la France. Alors que les exportations de pétrole ne vont pas vers la France. Les gens qui étaient sensiblement dépendants, peut-être dirigés, peut-être, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'ils étaient manipulés, mais c'était comme ça. Ils voulaient casser leur pays au profit de l'ancienne puissance coloniale. Salam alaikum. C'est vrai que dans le contexte comme ça de libération de parole d'émergence, il y a l'émergence aussi de prophètes et de faux prophètes, il y a aussi des logorées verbales. Mais je vais essayer quand même de profiter de votre présence pour être un peu précis et profiter de votre lumière. La première question que je voulais poser, c'est par rapport aux chiffres là, 800 milliards, 1500 milliards, etc. On est un peu perdu. Est-ce qu'il y a des références sérieuses sur lesquelles on s'appuie? Ça, c'est ma première question. Deuxième, je vais être un peu futuriste et optimiste en même temps. Parce que j'ai l'impression qu'on en a parlé, on me dit, on parle de personnes, mais on parle de choix politiques avant tout, et qui déterminent l'économie. C'est vrai que vous êtes économiste, j'ai vu que vous avez privilégié l'économie sur le politique, mais incontestablement, si on ne choisit pas l'état de droit, je vois derrière vous, on ne peut rien prévoir, on ne peut rien envisager. Donc, dans 2 ans, période courte, qu'on aura débarrassé des généraux, où tout le monde accepte le jeu démocratique, et que les 2 ans, on les négocie pour sortir tant bien que mal de la crise, et on se met dans le marché. Quels sont les atouts de l'Algérie quand on sait que les universités sont vidées de leur cerveau, que l'investissement sur l'humain est pratiquement inexistant? Comment on va survivre face justement à des gens qui sont hyper armés? Troisième question, c'est dans votre analyse, vous avez beaucoup mis l'accent sur des vieillards séniles qui vont bientôt probablement mourir, mais je me pense que ces gens viennent sans l'appui de forces étrangères. Si vous pouvez nous éclairer un peu plus sur les intérêts de ceux qui les soutiennent et qu'on ne voit pas forcément. Vous avez raison, hein, c'est l'élargissement de la corruption est lié au deuxième mandat de Chadli, c'est clair, vous avez raison. Alors, en ce qui concerne les chiffres, pourquoi j'ai dit que les chiffres étaient très suspects? La seule source
qui fait autorité en matière de chiffres, c'est le FMI. Le FMI, il publie des sources en fonction des déclarations de la Banque centrale et du ministère des Finances algérien, la Banque d'Algérie. Et le ministère des Finances communiquent, chacun pour ce qui le concerne, les statistiques économiques au FMI. Or, tous les camarades économistes qui sont en Algérie me disent que ce sont des déclarations fausses et démontrent par l'absurde que ces chiffres sont à prendre avec la plus grande précaution. Donc si vous regardez les statistiques du FMI de la période 2003-2013, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas 1000 milliards de dollars de revenus, mais 800. C'est pour ça que j'ai cité ce chiffre. Il n'est pas sorti de ma tête. Donc si le cumul des revenus des exportations de gaz et de pétrole, qui forment 95% des revenus externes de l'Algérie, font 800 milliards de dollars. Or, les économistes que je connais à Alger, qui sont des économistes sérieux, disent Oman ne prend pas ça au pied de la lettre. Il y a de la fausse déclaration, il y a de la sous-déclaration. Donc, c'est eux qui pensent que c'est plus de 1000 milliards, plus de 1000 milliards. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur les chiffres. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. En tous les cas, nous, quand on a affaire au FMI, quand on a affaire au CEMED, à l'OCDE, ils avancent toujours ces chiffres avec précaution, sous réserve. Voilà. Quand on parlait de Boumedienne, ce n'est pas l'homme, bien sûr, hein, c'est le système. Mais encore une fois, ce sont des étapes dans l'évolution des systèmes qui ont été plus ou moins incarnés par des hommes. Si vous voulez, autant Boumedienne était l'homme d'une sorte de colbertisme ou de jacobinisme à l'algérienne, autant Chedli, qui va laisser à son entourage beaucoup de liberté et d'initiative, est plutôt l'homme d'un certain infitahisme. C'est qu'entre-temps, le monde a bien changé. On voit dans le début des années 80, on voit bien la faillite progressive du camp socialiste. On voit bien la fin de l'économie planifiée. On voit bien l'échec retentissant de l'économie soviétique. Et on voit aussi, concomitamment, le relative prospérité occidentale. Donc, il y a une tension très vive sur ça. En ce qui concerne maintenant les appuis externes, je vais très vite pour pouvoir laisser les appuis externes, évidemment. Qui a intérêt à ce qu'il y ait un régime démocratique en Algérie aujourd'hui? Personne. Les Français sont très contents, ils contrôlent 25% du commerce extérieur de l'Algérie depuis l'indépendance. Or, vous demandez à n'importe quel économiste, quand un pays contrôle 25% des échanges extérieurs d'un autre pays, c'est une néocolonie. Les Russes fournissent 70% de l'arsenal algérien. Ils n'ont pas intérêt à perdre un bon client, un excellent client, depuis des dizaines d'années. Les Américains, ils font ce qu'ils veulent dans le désert algérien et dans le Sahel. Les flux énergétiques sont... Le rôle principal des États-Unis dans la région, c'est d'assurer la sécurité des approvisionnements de l'Europe. Sont garantis. Qui veut le changement en Algérie? Personne. Les Émirats arabes sont associés à l'armée algérienne pour la fabrication et l'importation. C'est extrêmement suspect d'équipements militaires. Pourquoi voulez-vous que les Émirats souhaitent une démocratisation? Eux qui sont une tyrannie moyenâgeuse. Donc, tous les partenaires de l'Algérie convergent vers un consensus de maintien en l'état du système. Ça, c'est clair. Pardon? Est-ce que vous pensez ces chiffres-là de 800 milliards jusqu'à 1 milliard ou 1000 milliards qui sont en 10 ans, 15 ans, je ne sais pas à peu près, est-ce que vous pensez que c'est une somme considérable par rapport à la rente, par exemple, de la maison Nokia en Finlande, qui fait une rente de 300 milliards d'euros par année? On compare ce qui est comparable. Ce que je peux vous dire, c'est que le coût de la reconstruction de la Syrie, c'est 300 milliards de dollars.
Si vous pouvez construire 3 scieries en 10 ans, c'est substantiel. Donc on ne peut pas comparer, évidemment, mais ça vous donne un ordre de grandeur. C'est titanesque. Je ne pense pas que la Malaisie ou la Corée du Nord, dans leur phase de développement, c'est-à-dire dans les années 60-70, je vous signale simplement qu'en 67, le PIB de la Corée était inférieur à celui de l'Algérie. Je ne pense pas qu'ils aient bénéficié d'une telle injection de capitaux. C'est colossal. Barakallahu fik, son exposé, c'était très enrichissant. Moi, j'aimerais poser une question sur le marché financier parallèle. Quelle est sa gravité dans la situation politique algérienne? Comment s'est développé aussi rapidement? Et comment le réintégrer dans les institutions financières une fois la démocratie revient en Algérie? C'est une question importante. Alors le marché parallèle, beaucoup pensent que c'est le marché du square pour Saïd où on va tous échanger, je ne sais pas, 500 euros, 1000 euros, etc. Non. Le marché de la devise parallèle est un marché extrêmement important. D'après certaines estimations, il serait de l'ordre de 7 à 8 milliards de dollars par an. Je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Encore une fois, moi, dès qu'il s'agit de chiffres et d'Algérie, j'avance sur terrain miné. Mais beaucoup d'experts convergent en disant 7 à 8 milliards de dollars. C'est considérable. Mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est ces 7 à 8 milliards de dollars? Est-ce que c'est le transfert parallèle de l'épargne en devises des Algériens à l'étranger vers l'Algérie, ou l'inverse, ou la fuite des euros ou des dollars algériens vers l'étranger? Ce n'est pas exactement ça. En réalité, le gisement principal du marché parallèle, c'est les entreprises pétrolières qui activent en Algérie. Ces entreprises pétrolières ont des parts importantes de dépenses en dinars, qui sont légales. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, par les contrats et de dépenser une part substantielle, les salaires, un certain nombre d'approvisionnements locaux, etc., en dinars. Et ces entreprises étrangères, pour s'approvisionner en dinars, normalement, elles n'ont qu'un seul choix, celui de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'elles vont avec un paquet de devises à la Banque centrale pour échanger ces devises contre des dinars qu'elles vont affecter à l'exploitation à leur exploitation en Algérie. Or, si vous mesurez le différentiel entre le taux officiel et le taux parallèle, les gens préfèrent nettement le marché noir au marché de la Banque centrale, au taux de la Banque centrale. Et ce qu'on sait, c'est que effectivement, une partie de ce marché est contrôlée par des intérêts suspects, aussi bien en France, où il existe de véritables banques secrètes, qu'en Algérie. Voilà. Alors il y a un phénomène qu'on a observé en Algérie depuis quelques années, donc c'est la flambée de l'immobilier en Algérie. Voilà, c'est des prix pour acheter une maison, donc, pour dépenser peut-être ce qu'on pourrait dépenser ici en France ou 2 fois ce qu'on pourrait dépenser en Espagne. Donc, pour donner un ordre de prix, juste pour avoir un lot, donc un lotissement, et pas pour avoir une maison. En fait, les rumeurs qui courent disent que finalement, c'est une manière, les gens, la mafiocratie achètent de l'immobilier pour blanchir son argent. Donc, est-ce que c'est quelque chose de fondé ou comment on pourrait, nous, Algériens, expliquer le prix de l'immobilier en Algérie en ce moment, par exemple? Oui, c'est clair. L'immobilier, partout, pas seulement en Algérie, dans tous les pays du monde, l'immobilier, c'est comme les pizzerias vides. Là. C'est une blanchisserie idéale pour l'argent sale. Mais oui, c'est tout à fait classique. Mais ce qui se passe chez nous, c'est que nous n'avons pas d'institution de contrôle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de régulation. Nous n'avons pas de service d'impôt, nous n'avons pas une fiscalité efficace. Même si elle est capable de connaître avec une certaine précision, j'ai pu l'observer, les gisements de revenus occultes. Donc, on n'est pas totalement démunis.
Mais vous avez, ce régime a détruit toutes les capacités d'analyse, par exemple, en ce qui concerne, pour en revenir aux chiffres. Nous avions un secrétariat d'État à la planification qui valait ce qu'il valait. Nous avions une direction de la planification au ministère des Finances qui valait ce qu'elle valait. Qu'est-elle devenue? Nous n'avons plus d'organe central de compilation de données statistiques nationales. Ça a été délibéré. C'est un choix délibéré qui a été mené dans les années 90 après l'accord de stand-by avec le FMI. Donc il y a une volonté de casser les appareils de contrôle. Ça permet le trafic. Voilà. Et donc la spéculation immobilière est l'exemple caractéristique d'une spéculation non contrôlée. Si nous avions des services fiscaux opérationnels, à ce moment-là, je suis absolument persuadé que les niveaux de prix seraient différents. Qu'est-ce que vous pensez de taux de change actuellement? Est-ce qu'il est normal ou anormal? Le taux officiel, en fait. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Le taux de change en Algérie, il est fixé administrativement depuis toujours. Il n'y a pas de... Si vous voulez, le taux de change, il est fixé en fonction de nos importations et de nos exportations sur bancaire, ce que je veux dire. Le taux de change, vous me parlez, le taux du crédit ou le taux de change? Le taux de change, par exemple, 1 euro à 14 livres. Voilà, ça c'est le taux de change. Eh bien, ça, ce taux de change, il est fixé en fonction du niveau de nos exportations et du niveau de nos importations et de la monnaie de facturation des exportations et des importations. À la Banque centrale, c'est les cambistes de la Banque centrale qui se réunissent pour fixer un taux plus ou moins administratif. Mais est-ce qu'elle est normale actuellement? Si vous voyez la différence entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle, vous voyez bien qu'il y a une différence importante. Donc cette différence, elle ne reflète pas, à mon avis, la valeur réelle du dinar, mais elle est un indicateur de sa tendance. Si les forces du marché étaient libres en Algérie, il est certain que nous aurions une dévaluation du dinar plus importante que celle que nous pouvons envisager de manière administrative. Oui, monsieur, derrière. Quel serait l'impact sur l'économie algérienne si on change de la monnaie, les billets? C'est une vieille idée qui revient régulièrement pour... écoutez, on a déjà fait ça. Et tout en sachant qu'il y a des dizaines de milliards, voire plus, Oui. qui sont en circulation. Oui, on a déjà fait ça. Il y a une thésaurisation, c'est-à-dire il y a des gens qui ont il y a des véritables coffres forts chez eux. Hein, c'est des salles fortes. C'est pas des coffres forts, des salles fortes. Oui, il y a beaucoup d'argent qui est thésaurisé, il y a beaucoup d'argent qui est dissimulé. Mais le coût économique d'un changement de billet est exorbitant. Ça coûte très, 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 très cher. Pour un résultat qui est discutable. Parce que nous l'avons fait une fois, ce changement de billet, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. On avait fait ça. Et je me souviens que tous les spéculateurs, ils ont leurs copains dans les banques, ils ont leurs copains au PTT, ils ont leurs copains au CCP, à la caisse d'épargne, etc. Et on a vu transiter des montants colossaux du jour au lendemain, qui sont repartis dans le secteur informel ensuite. Donc l'efficacité, elle est marginale. Pour le fisc après. Mais faut-il avoir encore, c'est ce que je disais à l'instant, faut-il encore avoir un service fiscal opératif, opérant, fonctionnel, performant? Nous n'avons pas ça. C'est pour ça que cette spéculation immobilière, c'est pour ça que ces transactions informelles, c'est pour ça que le square Port Saïd existe une année au vu et au su de tous. C'est que nous n'avons pas de services fiscaux. Nous sommes dans un pays où nous ne pouvons même pas imposer le chèque à Adjaba. C'est extraordinaire. Où le chèque n'est pas accepté par des administrations. C'est vous dire la volonté délibérée, c'est une volonté délibérée de ne pas contrôler le marché financier. Le fait que les transactions s'expriment en liquide est la traduction la plus évidente de la volonté politique de ne pas contrôler le marché.
J'ai une question justement pour revenir à l'actualité, c'est Omar. Donc, ce qu'on entend dire, enfin, je vais faire l'avocat du diable. Oui. Donc, le système algérien tel qu'il est encore aujourd'hui, par la voix du chef d'état-major, parmi les arguments qu'il avance, c'est que pour des besoins politiques, pour éviter le vide et le chaos à l'Algérie, nous devons aller vers des présidentielles. Ma première question est la suivante. À supposer que des présidentielles se tiennent dans ce cadre-là, donc comme les veut Gaïd Saleh, est-ce qu'un tel président peut, d'une manière objective, aspirer à avoir une politique économique qui va nous mettre à l'abri du danger que vous voyez pointer dans 2 ans? Ça, c'est une chose. Et dans l'autre sens, si jamais les Algériens, parce que la rue a besoin quand même de se poser la question, si l'alternative, on arrive à se débarrasser d'une façon ou d'une autre de Gaïd Salah du système actuel, on devrait aller vers où pour éviter encore ce piège qui va pointer dans 2 ans? Je pense que c'est les 2 questions essentielles sur un plan économique. Oui, c'est vrai, ça, c'est effectivement. Alors, est-ce que la solution peut venir d'un homme? D'ailleurs, en tant que principe, est-ce qu'on a besoin d'un homme providentiel, d'un sauveur suprême, d'un nouveau caudillo, d'un Führer ou non? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois dans l'expression du peuple. Voilà, exactement. On n'a pas besoin, moi, je ne crois pas que... Et je pense que si vous organisez les élections dans un contexte constitutionnel, légal et réglementaire actuel, il est clair que ces élections, elles sont courues d'avance. C'est même pas la peine de les tenir. Ils n'ont qu'à nous désigner quelqu'un directement. Ça nous évitera bien des gesticulations inutiles. Donc, je ne crois pas que la solution soit dans l'élection présidentielle. Maintenant, les solutions qui pourraient être imposées, elles ne peuvent l'être que par un gouvernement légitime et admis par la population. Personne ne peut imposer au peuple algérien des choix politiques et économiques auxquels il n'aura pas souscrit. La démocratie, l'état de droit impose que la consultation soit la plus large possible. Mais dans le contexte actuel, c'est une vue de l'esprit. Il faut, à mon avis, ça c'est vraiment une opinion totalement personnelle, hein. Je ne m'engage que moi, ni Algérie Watch, ni personne. Moi je ne crois pas qu'on puisse rentrer dans les conditions actuelles dans une phase de transition longue et complexe. Je ne crois pas non plus du tout à l'élection présidentielle. Je pense que la voie de la sagesse consisterait à abroger toutes les lois scélérates, liberticides, qui réduisent les capacités du peuple à choisir lui-même son mode d'expression. Il faut donc libérer l'expression, désencadrer les médias, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un système médiatique de type soviétique, où il y a de la voix de son maître, c'est tout. Donc il faut arriver à aussi remettre une constitution provisoire qui soit évacuée, qui soit épurée des dispositions aberrantes qui figurent dans la constitution de Bouteflika. C'est une constitution monarchique. Donc je crois qu'il y a des dispositifs techniques, légaux, qui pourraient nous permettre de passer rapidement à une phase d'assemblée constituante ou en tous les cas une législation qui permette des élections qui soient débarrassées de l'intrusion de la sécurité militaire et des autres organismes administratifs du pouvoir. C'est une opinion. Hein, oui. Alors j'ai une petite question internet, donc la part de Mohamed je la pose parce que ouais. Donc il s'agit d'une question concernant donc, les investissements extérieurs et puis l'abrogation de la règle du 51-49%. Donc il demande quel est l'effet immédiat d'une annulation d'une telle règle sur l'économie algérienne. Et puis en fait une deuxième question qui provient de moi. En fait on parle en ce moment par exemple de tentatives de recouvrement de l'argent du peuple algérien qui a été illégalement acquis par la mafiocratie algérienne, hein, donc en Europe, particulièrement en Suisse et au Canada.
est-ce que techniquement, c'est possible pour des citoyens comme nous de pouvoir récupérer une partie de ces ventes, faire leur demande? Alors pour la première question, 51-49, à votre avis, est-ce que dans la situation actuelle, il y a beaucoup d'investisseurs qui se bousculent au portugais en Algérie? Moi, je ne crois pas. Peut-être, Allahu a'lam. Mais moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir des milliers d'investisseurs qui attendent désespérément de venir placer leur argent en Algérie. Je crois que cette mesure de levée du 51-49 est un signal politique envoyé aux Occidentaux pour leur dire, regardez, nous sommes les meilleurs garants, les meilleurs défenseurs de vos intérêts. Nous, bien que gouvernement sans légitimité, sans assise et sans aucune visibilité, nous avons le courage politique d'abroger cette décision. C'est un signal. C'est une façon d'acheter le soutien politique du libéralisme au pouvoir en Europe et aux États-Unis. Ça, c'est ça le signal. Il n'y a pas d'autre, à mon avis, il n'y a pas d'autre finalité, d'autre objectif que celui-là. Pour ce qui concerne la récupération des biens mal acquis, alors je peux vous dire que le régime a constitué des cabinets d'avocats depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, en Europe, en France en particulier, visant à entamer des procédures pour récupérer ces biens. Je n'en sais pas plus. Alors, ce qui est certain, c'est que de ce que nous disent nos camarades juristes en France, il semblerait que des dossiers soient ficelés, prêts, et qu'ils aient été communiqués à des cabinets d'avocats ayant pignon sur rue, et très généreusement rétribués par l'Algérie. Alors, quand vous avez des dossiers ficelés déjà prêts, ça veut dire que vous ciblez des individus ou des groupes précis. Or, pour qu'elle ait une vraie légitimité politique, la récupération des biens mal acquis doit être indiscriminante. Voilà, il faut que tous les voleurs rendent ce qu'ils ont volé. Donc ça rentre dans le cadre du règlement de compte Très entre les probablement, clans. très probablement, très probablement. Justement, c'est les procès de la corruption qui sont actuellement. On a l'impression que c'est biaisé, c'est pas systématique. Hein, c'est ciblé les ennemis de Gaël Salah. Mais une autre question qui me préoccupe vraiment, c'est un énigme pour moi, pourquoi on ne parle pas de corruption militaire? Tous les Algériens savent que la corruption est née de l'armée. Absolument. Les premiers milliardaires, c'était des généraux. Tout à fait. Mais dans ces notions, on ne parle pas. Et maintenant, même dans les sociétés, là, de multiples sociétés de milliardaires, se cachent les fils, la progéniture de ces généraux. Peut-être les noms qu'on affiche, peut-être sont des actionnaires minoritaires. Peut-être il y en a qui ont 10%. Je vous donne un exemple tout à fait concret. En 1993, j'étais encore en Algérie, la crise a commencé. J'avais un ami qui était du village de Aban Ramdan. Voilà. Et le milliardaire, lui aussi est d'origine de ce village. Il m'a dit qu'il connaissait très bien ce Aban. À l'époque, il avait le monopole de l'importation du rang habitant, si vous vous rappelez. Et il a coulé la Hadjar avec ça, en plein boom de la construction. Donc, il m'a dit, celui-là, c'est un porte-nom. C'est pas lui, c'est pas son argent. Il a dit, ça, c'est un porte-nom de Smaïl Lamari, général Smaïl Lamari. Et quand Smaïl Lamari est mort aussi dans des conditions plutôt suspectes, c'est à ce moment-là que Arbrad a commencé à
à se présenter comme étant un grand investisseur, un grand... vous voyez? Et tous les autres sont comme ça, sont commencés complètement. Et la corruption dans l'armée, je pense que c'est Bouteflika qui a fermé le robinet, un peu, directement, et puis qui a imposé la censure aussi, qu'on n'en parle pas. Depuis la loi sur la réconciliation nationale et tout ça, à partir de ce moment-là, on ne parle plus de corruption dans l'armée. Et pourtant, elle existe. La corruption dans l'armée, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans les années 70. J'étais jeune cadre à la BNA, je m'occupais du financement du commerce extérieur. Donc, et je m'occupais aussi de la mobilisation des crédits pour la balance des paiements. Et je me souviens très bien d'une économiste américaine qui était... on savait qu'il y avait de la corruption dans les contrats. Hein. On savait tous que des gens en Suisse, ici, dont je connais les noms, mais que je tairai pour l'instant, étaient chargés d'encaisser pour le compte de l'entourage de Boumedienne 10% des contrats, etc. Et donc on savait qu'il existait cette corruption civile. Mais je me souviendrai toujours de cette banquière qui vient et me dit, vous savez, ça c'est de la gnognotte, hein, c'est vraiment marginal. Le centre de la corruption chez vous, c'est le commandement de l'armée. J'ai été choqué, je ne vous le cache pas. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Et puis, on a vu, là, on a quand même eu l'affaire Beloussif, qui a quand même montré qu'il y avait beaucoup il n'y avait pas beaucoup d'étanchéité entre les comptes publics et les comptes privés de ces gens-là. Et puis, effectivement, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la dégradation générale du système, de sa perte de moralité, on s'est aperçu effectivement que les généraux de l'armée et de la sécurité militaire étaient les vrais patrons des réseaux de corruption. C'est clair, quand il y a eu toutes ces affaires de sucre, souvenez-vous, dans les années, à la fin des années 80, les affaires grotesques de sucre, on savait parfaitement que c'était les chefs de la sécurité militaire et les chefs de l'armée qui encaissaient, et que ces hommes d'affaires, comme celui que vous avez cité, qui est un bandit, hein, comme tous les hommes d'affaires algériens, enfin, ces affairistes-là, ceux qui ont pignon sur rue, ceux qui apparaissent, celui-ci était, je crois, être comptable à la SNS dans les années 60. Expert. Hein? Expert. Expert comptable ou aide comptable? Vérifiez. Il a progressé. Vérifiez. Donc, vérifiez. Donc, c'est des parcours fulgurants. Voilà. Donc, voilà, c'est vrai que cette corruption, elle est là, mais cette corruption, elle peut être totalement jugulée si on a une assemblée capable de créer des commissions d'enquête, si on a des institutions efficaces. Toute la corruption n'est pas un fléau algérien spécifique. Elle existe partout, mais elle est combattue partout. Chez nous, elle n'est pas combattue. Ou alors elle est combattue comme en ce moment, de manière politicienne. C'est un groupe d'intérêts qui règle son compte à un autre groupe d'intérêts pour garder... Comme en 88, quand on a éliminé le Khalayat, le Saadia, etc., pour mettre d'autres à leur place. C'est exactement le même phénomène de régénération du système par élimination des groupes les plus faibles. Voilà. D'ailleurs, le budget de l'armée est totalement inconnu. Oui, et puis bon, vous avez des questionnements. Comment se fait-il que l'armée algérienne importe 2 frégates de République fédérale allemande par l'intermédiaire d'une société algéro-émirati? Pourquoi cette intermédiation? Pourquoi ces sociétés, ces entreprises, pourquoi? Quel est l'apport technologique ou l'apport technique des Émirats arabes unis à la marine de guerre algérienne? Je me pose des questions. Voilà. Donc je crois que la seule logique derrière est une logique d'intermédiation frauduleuse. J'ai juste une question personnelle, mais en réalité qui n'est pas personnelle. Est-ce que vous acceptez, M. Benderra, d'être ministre d'économie dans un gouvernement de transition? Non. L'idée, voilà. Et si c'est non, pourquoi? C'est non parce que j'ai 67 ans, cher. Je suis un vieux monsieur. Je pense que notre problème à nous en Algérie, c'est que il faut que les générations se renouvellent
Il faut que ce soit des jeunes qui prennent en charge ce pays. Oh, c'est fini. Je peux 67 ans, je peux dire ministre. C'est pas l'élément personnel qui m'intéresse. Non, mais C'est c'est... les défis d'un gouvernement de transition. Ah bah, les défis d'un gouvernement de transition sont substantiels et ne pourront être relevés que par des gens qui soient à la fois en pleine forme physique, et qui soient en adéquation avec leur population, qui soient aussi en adéquation avec la plus extrême modernité. Ah, c'est pas des vieux clous qui vont... on va pas refaire le coup de... Non, plus sérieusement, c'est-à-dire que Oui. un gouvernement de transition, personnellement, je le plains. Ah bah oui, c'est Alors un... donc, est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire plus un peu sur les défis vraiment qui nous attendent une fois, Inch'Allah, al-Isaba Tarouh, parce que Inch'Allah. hier c'était vraiment spectaculaire et ça nous a donné de l'espoir Inch'Allah. que le Hirak Hada il ira bien loin. Inch'Allah. Et donc, mais quand même, il y a quand même dans plein de domaines, y compris les domaines économiques, où plein d'embûches quand même nous attendent. Et ça serait bien quand même qu'on ait un peuple averti de tous ces... Moi, je crois que le peuple, il est averti. Je pense que le peuple est averti. Je pense aussi que le peuple est prêt à faire des sacrifices. Je pense que ce peuple-là qui a montré, justement, comme vous l'avez dit hier, cette mobilisation formidable, et qui a montré... moi, ce qui m'impressionne, c'est cette lucidité, ce discernement. Ces gens sont formidables. Et donc, ils montrent, à chaque fois quand l'occasion leur est donnée, un micro leur est tendu, ils montrent une capacité d'analyse, une capacité d'élaboration qui est totalement admirable. Ce que je peux dire, c'est que oui, les défis d'un gouvernement de transition sont extrêmement lourds. Ça ne va pas être une affaire facile. Comment voulez-vous remédier à des carences qui sont là depuis des dizaines d'années, qui n'ont fait que s'aggraver, notamment par la perte de cadres? L'Algérie aujourd'hui souffre de cette terrible saignée des années 90 qui a vu partir beaucoup d'éléments. L'Algérie a sauvé le système médical français. Vous vous rendez compte qu'il y a eu 15 000 chiffres à prendre avec des pincettes ici aussi. Peut-être qu'il y en a eu plus. 15 000 médecins algériens qui sont venus renforcer le système médical français. Comment aurait-il pu survivre ce système médical français s'il n'y avait pas ces 15 000 Algériens? Donc, il y a des défis colossaux. Mais moi, je crois que la population, si elle est convaincue de la sincérité et de la loyauté d'un gouvernement crédible, je suis persuadé qu'elle acceptera tous les sacrifices. Et nous, les anciens, on est prêts à aider, bien sûr. Mais on ne peut plus dire à des gens qui ont dépassé largement la soixantaine, on ne peut pas leur dire de prendre des responsabilités. Place aux jeunes, s'il vous plaît. Vous pouvez les former quand même. On peut contribuer à former, on peut donner des conseils, on peut dire ce qu'on pense, on peut écrire, on peut... Ça, j'invite tout le monde à le faire. Mais je crois que il importe que ce soit des jeunes. Il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes, moi j'en connais plein, Morad en connaît plein, qui sont vraiment très brillants, j'ai cité des économistes, j'en connais 5 ou 6 en Algérie, qui peuvent affronter n'importe quel débat, dans n'importe quelle circonstance, avec brio et qualité. Donc c'est à ces jeunes-là qu'il faut faire confiance. Nous, c'est fini, tant mieux d'ailleurs. لا يسلمك تزاد من عمر ندخلوك معايا يتنحاو كاع تنحى وحدي bien sûr on est là pour طاهر On ne mesure pas le fléau qui voit en Algérie uniquement par le nombre de milliardaires, parce que la corruption a atteint tous les esprits, changer le système, pas seulement les institutions ou les directeurs de l'ordre, mais c'est aussi que l'Algérien change de mentalité. On veut faire preuve, et c'est là que je voulais poser la question, c'est par rapport à l'Espagne. Et le grand milliardaire a les moyens d'aller faire des opérations complexes, offshore, etc., pour cacher l'argent. Il y a aussi le petit entrepreneur qui a pris entre autres l'Espagne comme une terre pour un flux d'argent important. Est-ce que vous avez des informations et comment vous expliquez que personne n'en parle de cela? Vous savez, les informations sur... Vous rappelez la question à laquelle vous n'avez pas répondu. Comment on peut relever le défi dans 2 ans si tout va bien, tous ces problèmes les arriver? Je voulais répondre à la fin comme conclusion, mais bon, je vais répondre tout de suite. Alors, comment on peut répondre, si vous voulez, une fois que le préalable politique est réglé, une fois que nous sommes d'accord, tous, pour un système de politique,
je pense fondée sur l'état de droit, sur les libertés publiques et sur la citoyenneté pour tous les Algériens sans discrimination. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, je pense que le gros du travail est fait. Il ne s'agira plus alors que de créer les conditions d'un débat entre experts algériens pour discuter des voies et moyens de sortie de crise. C'est ce que nous avons fait avec les groupes réformes. Ce qui a été fait dans les groupes réformes à partir de 86, on a identifié un peu partout, de manière souvent d'ailleurs approximative, on a identifié des cadres dans chaque ministère, dans chaque entreprise, et même du secteur privé. On les a réunis et on leur a dit comment faire pour sortir de le secteur de la santé de la crise. Comment vous voyez, vous, pour que nous ayons un secteur de la santé efficace. On a réuni les mêmes dans l'industrie, on a réuni, et ce sont des Algériens, entre eux, qui ont pensé les réformes. Ce n'est pas un type tout seul dans un cabinet qui a réfléchi. Ce sont des dizaines et voire des centaines de cadres. Quand on a parlé de la dette, quand on s'est réunis avec des experts financiers algériens, des banquiers algériens, etc., le rééchelonnement ou la main des roches. On va au FMI ou on ne va pas au FMI. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette stratégie de reprofilage de la dette, etc. C'est le fruit d'un échange, d'une discussion, d'un débat. Et je crois que nous avons les moyens tous de créer les conditions de ce débat et de le porter ensuite devant le peuple algérien en disant, voilà, nous, les experts algériens de tel et tel secteur, nous suggérons tel et tel mode de sortie de la crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et c'est comme ça qu'on va à la fois gagner l'adhésion et le soutien. Parce qu'aucune politique économique, aussi brillante et intelligente soit-elle, ne peut être traduite dans la réalité si elle n'est pas entérinée, acceptée, portée par la population. Si vous voulez pas si vous n'acceptez pas ce que je vous dis, comment voulez-vous le mettre en œuvre? C'est impossible. Donc il faut qu'il y ait ce préalable du consensus et de l'acceptation majoritaire des Algériens autour de solutions de sortie de crise. Elles existent. Elles vont être douloureuses. Ça ne va pas être simple. Quand on va dire aux gens, on va peut-être faire des contingentements, j'en sais rien, je suis en train d'affabuler. Mais on va peut-être avoir besoin d'encadrer un certain nombre de consommations. Il va falloir faire des choix extrêmement douloureux. C'est pas évident. Vous vous rendez compte, dans le système si on veut maintenir un système de santé qui tienne pour 40 millions d'Algériens, ça va pas être simple. Voilà. Donc il faut trouver ces voies et ces moyens-là. Mais moi, je suis persuadé qu'elles existent. Moi, je crois dans le génie du peuple algérien. J'en suis absolument convaincu. Voilà. C'était ça ma conclusion. Je vais vous poser une autre question. Ouais. Je vais répondre à la première. Alors, Voilà, repose-la. repose. À l'Espagne, le flux d'argent. Mais ça, c'est les flux d'argent, si vous voulez. Tout ça, c'est clandestin. Comment voulez-vous que... Vous n'avez pas de presse libre. C'est le manque de confiance dans le pays, dans Vous le l'avez... système. Oui, mais évidemment. Qui est-ce que... Nous sommes tous ici à l'étranger. Qui est-ce qui va laisser ses enfants en Algérie face à ces gens-là? Si on peut les sauver, si on peut les faire échapper des griffes de ces gens-là, on le fera. Donc, effectivement, on est prêt à tout faire. Et maintenant, les transferts d'argent illicites. S'il y avait une presse libre qui ferait son travail d'investigation et de recherche, si nous avions une justice efficace, souveraine, indépendante, qui ferait son travail, si nous avions une police autonome qui traquerait les voleurs plutôt que de se leur servir de garde du corps, on aurait peut-être les moyens de vous répondre de manière précise à ces éléments-là. Il y a la sœur là-bas au fond. Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, on parle de comment faire pour récupérer l'argent, on parle de dette et ainsi de suite. J'aimerais quand même savoir comment on peut récupérer le pays, comment il a été réparti. Et il y a ça, on parle que récupérer le fric, comment on va récupérer ce pays? On va récupérer le pays par la politique, madame. Cette politique, puisque les archi-milliardaires Non, l'Algérie appartient au peuple algérien. Nous allons reconquérir notre souveraineté, la souveraineté populaire. Bien sûr.
بنهدرس بلوس بلوس فرنسا اللي شحال تستعمر فينا. Eh bien, écoute, c'est ouais. l'impasse. رانا الحين enfin on est la faillite. Moi je pense la sortie va être tout doucement. C'est clair. Elle va être. Je pense la sortie va être tout doucement. C'est pas C'est rien ça. C'est puisque on est حطوا des sommes comme ça. كنا شي يبني جامع بوتفليقة وجا جامع à quoi ça sert كان يدير سبيطار des hôpitaux comme des écoles. Oui, il a voulu acheter son passage dans l'au-delà. Il l'a raté. Il a raté. Question. اسمح لي من بعد. واحد منكم يروح ل Qu'en est-il des 40 milliards, soi-disant, placés en bon trésor aux États-Unis? Est-ce qu'on a une idée de cet argent-là? Bah, écoutez, ces 40 milliards, ils sont apparemment dans les réserves de change à long terme de l'Algérie. À ma connaissance, ils n'ont pas été revendus. Mais si la situation se continue dans ce truc-là, ils en ont pour encore 6 à 15 mois avant d'être revendus. Maintenant, pour récupérer... Pour passer le troisième mandat, je pense. Hein 2008. Quel troisième mandat? On parle du troisième mandat de Bouteflika. Oui. Ils ont mis cette somme de 40 milliards dans des banques américaines. Mais c'est les achats de bons du Trésor. On le fait tout le temps. Les bons du Trésor américains sont la valeur refuge la plus sûre après l'or. Donc tous les États, quand ils constituent leur réserve de change, ils constituent leur réserve de change sur la base de l'or. C'est le socle. Mais l'or, c'est difficile à vendre. C'est pas un truc qu'on vend, c'est vraiment la dernière cartouche. Quand tout est fini, on vend l'or. Les bons du Trésor ont la même valeur refuge que l'or. Voilà, les bons du Trésor américains. Il y avait 200 milliards à ce qui paraît au début. Non, pas 200 milliards. Non, on n'a jamais atteint ce niveau. Non, jamais. C'est les réserves de change. C'est le montant total des réserves de change, qui était à 198 milliards quelque chose. Ça, c'est un chiffre vérifié, par contre. Bon, est-ce qu'on peut exercer une économie dans une gouvernance islamiste, en sachant que l'idéologie islamiste considère illicite les impôts, le taux d'intérêt, le débit, etc., etc. Moi, je reviens de Turquie. C'est un régime islamique, hein. C'est un gouvernement islamique. Il y a les intérêts, il y a les impôts, il y a des banques islamiques. Alors, pour vous dire franchement, c'est la question de la riba. Moi, ça a toujours été une question qui m'a préoccupé. Parce que la première fois de ma vie que j'ai entendu parler de Islamic Banking, ce n'était pas des musulmans qui m'en ont parlé, c'est des juifs des banques américaines. Des copains, hein, qui travaillaient dans des banques américaines, mais qui étaient de confession juive. Il me dit, voilà, Omar, est-ce que vous avez des capitaux à placer? Si vous avez un peu d'argent à placer, vous, la BNA, j'étais à la BNA à l'époque, on peut vous faire de l'islamic banking. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, au lieu de vous donner un taux d'intérêt, on va vous donner une commission. Ah bon? Et je lui dis, mais alors ça consiste en quoi votre affaire là? Il me dit, on fait un calcul, on place votre argent comme si vous vous associez à nous dans une opération commerciale, et si nous faisons des bénéfices, et nous sommes certains d'en faire, nous vous donnons cette partie des bénéfices en termes de commission et pas de taux d'intérêt. Je lui dis, ça revient au même. C'est le nom qui change. Voilà. Donc, si vous voulez, l'islamic banking, on en parle beaucoup. Ça existe, y compris en Arabie Saoudite, hein, où j'ai beaucoup travaillé avec la Islamic Development Bank, mais ce n'est pas le cœur du système. Malheureusement, le système global, il n'est pas islamique. Et il a le taux d'intérêt, et nous devons composer avec en attendant que le Mahdi, le Mu'tadha. Donc nous serons obligés de continuer à vivre selon des termes et des normes. Et encore, je pense, très franchement, je pense que nous avons les capacités intellectuelles, hein, nous avons des savants musulmans, des économistes musulmans, capables de nous dire ce qui est licite, ce qui est moral de ce qui est immoral. Quand est-ce que nous commettons un crime en appliquant des taux usuraires, par exemple? Je ne sais pas, là, mais nous avons besoin de ces experts. Ce n'est pas moi qui vais décider tout seul dans mon coin, autour d'un café, si ce qui est halal de ce qui est haram. Donc, mais je crois que
ce qui est halal, c'est le développement. C'est le développement du pays. C'est de combattre la pauvreté. C'est d'installer un système de justice économique et sociale favorable pour tous les Algériens et encore particulier pour les plus pauvres et les plus démunis. C'est ça, moi je pense, c'est mon côté, si vous voulez, un peu réaliste. En payant des impôts. En payant des impôts, en ayant un système juste, un système légal, un système respecté par tous, avec des gens chargés d'appliquer avec rigueur. La sécurité. Voilà. Pour ce qui est de l'avenir, il y a des raisons d'être optimiste. Vous l'avez cité, le génie algérien, et peut-être aussi leur patriotisme. Il ne suffit pas d'avoir du génie, si on n'a pas ça dans le pays. Ça fait partie. Donc ça c'est positif. Le négatif, c'est qu'on a affaire à un système corrompu jusqu'à la moelle et qui ne vit que parce que ça, il gagne dans la vie. Et il ne cédera pas facilement. Il faut reconnaître que ça va être on appelle ça un rapport de force. Un rapport de force. Si le peuple arrive à se mobiliser suffisamment pour faire peur, sans rentrer dans la violence, on doit continuer cette voie de non-violence. Mais il faut qu'il montre par sa mobilisation et par l'attachement à ces principes qu'il est plus fort que l'armée, qu'il est plus fort que Gaïd Salah. À ce moment-là, tous les gens qui ont peur, qui ont quelque chose dans le ventre, et même ils vont se retirer. Peut-être qu'ils vont quitter le pays. À ce moment-là, oui, mais sans ça, le système ne partira pas facilement. Je ne pense pas qu'il y ait un autodégagement. Le dégagement, il faut les pousser pour sortir. C'est Abdelhamid Mahri, m'avait dit une fois, il m'a dit en 1948-49, on m'a dit on était tous désespérés, on ne voyait plus rien, on n'avait plus aucune confiance ni aucun espoir. Pour nous, la libération de l'Algérie était un objectif hors de portée, c'était impossible, c'était un rêve fou. Il m'a dit 3 ans après, il y a eu 54. Il m'a dit, donc l'histoire, elle est pleine de rebondissements, il n'y a pas de fatalité. Elle dépend de la volonté des individus, elle dépend de la volonté des peuples. Et c'est Gramsci qui disait, face au pessimisme de la raison, il faut opposer l'optimisme de la volonté. Et je pense qu'il faut faire confiance, effectivement, il n'y a pas de génie sans patriotisme. Voilà, et moi je crois que le peuple algérien, il le montre tous les vendredis avec force et conviction, il est génial et patriotique. Moi j'avais une question. Tu as abordé le sujet de la transition. Tu as mis un point de vue politique qui est, je pense, très défendable, préférablement d'avoir une transition courte. Par exemple, le chantier de la Constitution, ça serait toucher les points essentiels qui enlèvent le côté monarchique, pharaonique du président, donc toucher un peu la gouvernance. Alors, si j'ai bien compris, tu ne voudrais pas être ministre de l'économie, ça c'est acquis, mais à supposer que, parce qu'il y a, je pense que le débat, il doit avoir lieu maintenant, à supposer qu'on aille dans une transition, autant l'aspect politique de la gouvernance, des prérogatives du président sont plus ou moins assez claires, je dirais, chez la classe politique qui s'intéresse au sujet, autant le sujet de l'économie est laissé de côté, parce que bien sûr il nécessite une expertise, je pense que je le comprends très bien, mais à supposer, dans un monde virtuel, Arak, tu t'es retrouvé par le Hirak qui a abouti, qui va entamer une période de transition, et que tu dois donner un avis éclairé sur les institutions, ou bien les urgences qui doivent être actionnés sur un plan économique et surtout, je dirais, financier, bancaire, parce que c'est ton domaine. En fait, c'est quoi notre plus grand problème dans les finances algériennes, dans le secteur bancaire, maintenant? Ça serait quoi? 2 ou 3 choses
dans l'ordre. Ça, mais c'est une question immense. Non, mais parce que c'est ça ce que les gens se posent. Parce que Oui. le discours تاع القايد et ses suppos, c'est quoi? C'est que كاين الجزائر كاين الحكومة وهذا غير يخلطوا يديونا la transition qui va nous mener vers le chaos. Il n'y a pas d'idée, on entend du tout n'importe quoi. Parce que quand on dit transition, vous voulez imposer des gens. Alors, personne n'a dit ça. Hein, donc c'est idem sur un plan économique. Anna, je peux, par exemple, si tu permets, il y a des choses que je ne comprends pas dans la logique économique du Jazair. Par exemple, une chose toute simple, le prix de l'essence. Le prix de l'essence, on voit très bien qu'il est fixé sur une base purement politique. Il est, je crois, j'ai revu dernièrement les chiffres, il est 4 fois moins cher que la moyenne mondiale. Donc, ça répond... enfin, Sonatrach vend le prix aux Algériens à, je crois, 2 ou 3 fois le prix que ça lui coûte. Oui. Donc, alors, avec tous les trucs de problèmes d'embouteillage, voilà, gaspillage. Voilà, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut les envisager avec, bien sûr, un soutien populaire pour une politique, pour un politique accepté par le peuple? Oui, bien sûr qu'on peut, on peut trouver des solutions techniques. Mais ça, si tu veux, il faut donner à chaque opérateur, à chaque agent économique, son statut. C'est un problème d'état de droit. Les entreprises bancaires, les banques publiques en Algérie. J'ai été dirigeant d'une banque publique, j'ai passé pratiquement 25 ans dans le système bancaire algérien, depuis le 1er juillet 1969. Donc jusqu'en 92, tu vois, ça fait une paye. Donc je peux te dire que le système bancaire algérien, il est viable à condition qu'on lui laisse jouer son rôle de système bancaire sans intrusion administrative. Quel est le rôle d'une banque? Le rôle d'une banque, c'est de collecter l'épargne de la population, de prendre votre argent à vous, qui le déposez, et de le prêter à une entreprise qui va investir pour créer des emplois. La question, c'est que ce prêt que je fais à cette entreprise doit être rémunérateur. Il doit générer du profit pour que la banque continue à être viable. Et vous, les déposants, les épargnants, vous devez être contents parce qu'on vous rémunère vos avoirs. Soit de manière par le taux d'intérêt, soit, si vous ne voulez pas, de manière islamique. Mais ça va être la même chose. Donc, au bout du compte. Donc, ça, c'est un peu... Bon, bref. Donc, le fait est que si la banque joue normalement son rôle, ça se passe plutôt bien. Là où ça ne va plus, et ça, j'en suis aussi témoin, c'est quand il y a un monsieur avec une casquette et des galons qui vous envoie son adjoint, qui vous dit prête l'argent à monsieur Flad. Voilà, ou là tu vas financer tel truc. Là, c'est plus de l'économie, on rentre dans quelque chose d'autre. Et en général, quand on vous donne ce genre d'ordre, vous êtes absolument certain, non seulement de ne pas faire de profit, mais ne plus jamais revoir l'argent que vous m'avez donné. Donc, c'est la crise du système bancaire algérien, c'est une crise bureaucratique liée à l'intrusion de personnes et de centres de pouvoir qui n'ont strictement rien à voir avec l'exercice bancaire. Donc, il faut redonner à chaque opérateur son statut. En ce qui concerne maintenant le prix de l'essence, qui est un excellent exemple, le prix de l'essence est un prix populiste. C'est un prix démagogique. Puisqu'il ne permet pas au producteur de cette essence de gagner sa vie. Donc il finance, ce type-là, il produit de l'essence à perte. Et quand un opérateur économique fonctionne à perte, il ne se met pas lui-même en péril seulement, il met toute l'économie dans laquelle... Voilà, il met toute l'économie en danger. Donc si vous décidez, vous pouvez décider de subventionner l'essence. Vous pouvez décider. Pour favoriser par exemple le transport public. On peut dire que les transporteurs publics payent l'essence à tel prix et pas au prix du marché. C'est une décision politique. C'est une décision d'État qui doit être assumée en tant que telle par le politique. J'ai décidé de subventionner tel et tel secteur pour l'essence. Maintenant, si vous subventionnez généralement de manière aveugle, vous savez très bien que vous subventionnez la Tunisie, vous subventionnez le Maroc. C'est comme le sucre.
C'est comme les médicaments, quand on retrouvait les médicaments algériens, quand on retrouvait, moi je me suis retrouvé à Bamako avec des médicaments extrêmement chers là, pour la Parkinson. Oh, c'était algérien. Donc, donc on voit bien que la subvention a un caractère extrêmement pervers, mais ça c'est un débat entre experts. On réunit nos économistes, est-ce qu'on subventionne tel truc ou pas? C'est un débat d'experts. Ça ne peut pas être une décision administrative. D'accord. Alors on prend encore 2 questions. Balak, Avec le prix des Tfadli. soins, on n'oublie pas des salaires en Algérie. Il y a des familles où vivent avec des millions. Hein. C'est du SMIC au Dzaïr. C'est pas beaucoup. Alors peut-être. je ne vois pas le lien. Le lien, c'est-à-dire, واحد يخلص 10 millions يشري l'essence au même prix que واحد عنده 2 ملايين. سي نطلعوا l'essence C'est ça. le prix تاعو هذاك تاع 2 ملايين مسكين ما يقدرش يشري تاع 10 مليون وي سا لي ديرونج با. على الصالير ثاني لازم يعاودوا يشوفوا فيها aussi. Bah, ça, c'est toute la justice sociale. Si vous voulez, c'est tout le problème de la justice. Qui c'est qu'on subventionne dans ce cas-là? Est-ce qu'on subventionne l'essence ou on subventionne celui qui n'a pas assez d'argent pour payer l'essence au prix du marché? C'est ça la question. Donc, c'est vraiment un débat. Maintenant, pourquoi a-t-on choisi de favoriser à ce point l'automobile en Algérie? C'est un choix aussi, ça. Pourquoi n'a-t-on pas développé les transports publics? Moi, j'étais à Istanbul, c'est extraordinaire. Il n'y a pas besoin de voiture là-bas. S'il n'y a pas le bus, il y a le tramway. S'il n'y a pas le tramway, il y a le métro. Le métro, il y a même les bateaux qui font la navette. C'est extraordinaire. Ils ont développé un système intégré de transport public qui leur permet de faire des millions de dollars d'économie en termes de consommation d'essence et de frais de véhicules. De coûts sociaux. Voilà. C'est un non-État, madame. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous avons des dirigeants politiques qui ont dirigé le pays en sabotant l'État. Voilà. Donc la destruction de l'État par ceux qui sont censés le protéger, par ceux qui sont censés lui donner son prestige et son efficacité, c'est ça qui nous met dans cette posture. C'est ça qui fait que les Algériens ne sont pas soignés, que les Algériens ne sont pas correctement protégés, qu'ils ne sont pas correctement logés. C'est ça. Vous voyez ça que dans la télévision, c'est les manifestations. Les manifestants hindous, moi j'ai été frappé le nombre de gens qui n'avaient plus de dents. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça, moi j'étais vraiment choqué. Des jeunes, etc. Voilà, c'est des voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cet État qui dépense des milliards dans des bateaux et dans des chars d'assaut et qui n'est pas capable de payer des soins dentaires à sa population? C'est extraordinaire, ce mépris du... C'est un exemple parmi d'autres. Mais les hôpitaux, ça suffit. Voilà, les hôpitaux, le drame des hôpitaux. C'est un drame. Le drame des hôpitaux. C'est un drame. Même les médicaments. Hein. Oui, la pénurie de médicaments, tout ça, oui. Dernière question. Et celui qui rentre, il meurt. Et à l'hôpital, les médecins, ils sont magnifiques, très bien, mais ils ne laissent pas là. Ben oui, parce que eux, quand ils ont une rage de dents, ils vont à Paris. Voilà. Moi-même. On m'a tout dit, coiffeur télébelle. Voilà. Et pourtant, on a de très bons dentistes, on a de très bons professeurs. Même là, ils font des erreurs. Moi, Bien sûr. On a entendu que les 3/4, voire plus, d'anciens ministres vivent en Europe, déjà ça, ils continuent à percevoir la retraite. On a tous les députés qui ils passent 6 ans et après, par la suite, ils ont une retraite royale, etc. Est-ce que on a entendu ici et là, si on sucrait leur retraite, aider un peu l'économie algérienne, ou c'est juste peanuts, mais ça a un effet politique. Bah, ça a un effet symbolique. Ça a un effet symbolique. C'est-à-dire que c'est en fait la rémunération, la rétribution d'incapables. C'est ça qui est. Ce sont ces gens, ce personnel qui a amené le pays dans cette situation, à qui on donne des retraites extrêmement confortables, alors que les citoyens algériens ont des problèmes d'approvisionnement de médicaments. C'est quand même grave.
ont des problèmes quand ils vont dans un hôpital, quand on voit le nombre incalculable de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, ou la trafe. C'est extraordinaire. Rentrer dans un hôpital en Algérie, c'est rentrer dans un mouroir. Voilà. Donc, effectivement, il y a une question morale. Ces gens-là méritent-ils ces niveaux de retraite? C'est ça la question qui se pose. Mais ça, c'est une question politique, encore une fois. Et nous, on ne va pas rentrer dans la vengeance. On n'est pas là pour l'intiqam. Nous sommes pour installer un état de droit. Donc, ces gens-là, on peut faire un débat. Mais si vous voulez, le coût économique, le coût financier de ces retraites, pour important qu'il puisse paraître relativement, n'est pas significatif au regard des grands équilibres financiers du pays. Leur valeur, elle est plutôt symbolique et morale. Réorienter vers le secteur santé. Voilà, exactement. Voilà, on vous donne le salaire de la retraite d'un ex-PDG de banque, c'est-à-dire 63 000 dinars. Moi. Et de Brouissan combien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Omar, c'était vraiment très, très agréable. Merci à vous. لازم تقنعيه يقبل قال ما حبش يولد اللي يغضب ديروا لي بقعد